l'archipel. Nous poursuivons cette matinée avec un artiste pionnier de la neuroesthétique. Il s'appelle Guillaume Bottazzi. Il a déjà réalisé plus de 180 œuvres dans l'espace public à travers le monde et il explore l'impact de l'art et de nos environnements sur le cerveau, les émotions et la cohésion sociale. Guillaume Bottazzi, bienvenue. C'est à vous. Je vous laisse la parole. Merci. Voilà. Bonjour à vous. Donc je remercie Sensity de m'inviter ici. Je suis heureux de vous présenter les pouvoirs de la neuroesthétique, c'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que je vais vous présenter exactement? C'est comment notre environnement, un écosystème et plus particulièrement une œuvre d'art peut interférer et modifier, transformer votre cerveau, votre corps et modifier vos comportements. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né à Lyon. J'ai ensuite migré à New York, puis à Tokyo. J'ai depuis 6 ans créé une maison de création à Bruxelles. J'ai réalisé plus de 180 œuvres dans des espaces publics. Mes débuts ont été difficiles. J'ai décidé d'être peintre et j'ai vécu dans la rue. Et puis, de fil en aiguille, j'ai développé mon activité, notamment j'exerce aux États-Unis, au Japon et en Chine, et puis aussi en Europe. J'ai sélectionné quelques partenaires publics. J'ai reçu des commandes du ministère de la Culture, ministère de l'Éducation, de la Santé, bien sûr, et puis de nombreuses commandes de musées comme le musée Maury, le musée Century Miyanomori Art Museum, le département de Hong Kong, Bruxelles Capitale, Marseille Provence 2016, Paris La Défense, Tokyo Metropolitan, the National Art Museum Center of Tokyo, la ville de Tokyo, voilà, la Commission européenne et puis beaucoup d'autres. Alors ça c'est donc je travaille et collabore avec des architectes. Et puis alors je voudrais attirer votre attention sur les médias. Les médias c'est important parce que quand on fait de la neuroesthétique, on fait de la psychologie sociale. Et ce qui est important en termes d'audience et de reflet, c'est-à-dire que les médias permettent de valoriser la fierté d'appartenance à un territoire. Et les médias permettent aussi de valoriser un territoire. Et donc, ça va être un critère assez fondamental pour les gens qui reçoivent des œuvres d'art. Alors, toujours un problème avec ce... Excusez-moi. Voilà. Donc en 2026, donc c'est important d'acter un changement, c'est-à-dire qu'en 2026, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé, après l'étude de 900 publications, que l'art pouvait aider à la santé mentale, physique et particulièrement sociale. Et donc ça a été un changement majeur dans l'univers de la santé. C'est-à-dire que finalement, c'est un écosystème qui va intervenir pour favoriser
le bien-être des gens qui vivent dans des situations difficiles. Les injonctions de la santé mentale de l'OMS en 2026, c'est intéressant parce que il y a eu des injonctions auprès des leaders du monde de la santé pour rapprocher l'art et l'univers de la santé et l'univers de notre environnement tout court. Donc l'environnement va jouer un rôle important et il est attesté que les rapports coûts et efficacité vont être assez probants et souvent plus efficaces que des médicaments biomédicaux. Et donc ça va aider, notamment, ça va être intéressant parce que c'est une façon d'intervenir sur le plan physique, psychologique et social. En ce qui me concerne, en 2016, j'ai reçu une doléance de neuroscientifiques qui ont voulu connaître les effets de mes créations sur les œuvres d'art, sur le regardeur. Et cette étude prouve que mes œuvres réduisent l'anxiété et puis participent au bien-être des regardeurs. Et moi, je ne m'intéressais pas tellement à cette question, mais c'est à partir de 2016 que je me suis intéressé à ça, parce que je réalise, comme je viens de le dire, des projets dans des espaces publics. Et donc, ça a été pour moi un curseur assez important pour essayer de participer au bien-être des gens. La neuroesthétique, qu'est-ce que c'est? Ça a été initié donc la première publication a eu lieu en 1999 par Semir Zeki, un neurobiologiste qui en fait étudie l'activité cérébrale confrontée à des expériences sensorielles. Et donc c'est un domaine qui a fait beaucoup de progrès depuis, puisque les outils dont on dispose permettent de cartographier les réseaux cérébrales vasculaires avec beaucoup plus de précision. Pour moi, c'est de la neuroesthétique appliquée. Donc, je ne suis pas scientifique, je suis peintre. Et donc, j'essaye d'appliquer des données qui, dans mes projets, vont contribuer à faire en sorte que les espaces investis correspondent à la fonction des lieux, à la circulation, à la nature des utilisateurs, etc. Voilà à quoi ressemble, donc c'est juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne connaissent pas les imageries. Donc vous avez ici des zones et puis les neuroscientifiques essayent de cartographier les zones, etc. Donc ça se présente de cette façon. Récemment, l'AMA, c'est l'association des médecins aux États-Unis de médecins et d'étudiants en médecine, ont publié que 75% des problèmes de santé venaient de nos émotions. Donc c'est quand même un changement important qui s'opère en ce moment et un changement même de paradigme. Donc ici, je vous ai donné un extrait, L'art nous fait-il du bien? C'est une étude sur mes travaux, c'est Helmut Lieder et Marcos Nadal de l'Université de Vienne en Autriche qui explique que, en fait, regardez autour de vous, qu'est-ce que vous voyez? Des lignes droites, etc. On est fait pour vivre dans la nature, on est fait pour vivre avec les courbes, etc. Donc déjà... c'est un critère qui est assez important de savoir que toujours aujourd'hui on est constitué pour être dehors. Pour ceci, pour introduire que nous sommes des êtres poreux, que, comme disait le philosophe des sciences François Dagonier, l'homme est l'inverse de la tortue, c'est-à-dire que notre carapace est l'intérieur, avec nos os qui sont
à l'intérieur. Et donc, notre constitution est faite pour recevoir des informations, pour sentir ce qu'il se passe et s'adapter au mieux à notre environnement. Et je vais vous monter une petite étude sur la toxicomanie qui explique très bien ce phénomène. Rat Park. Alors c'est un sujet un peu bizarre parce que en fait on met le curseur plus sur notre écosystème pour accompagner les individus et alors qu'on était jusqu'à présent sur un mode plutôt interne et donc moi, pour ma part, l'idée, bien sûr, c'est pas de mystifier quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a un vrai changement, c'est acté par les plus grandes institutions dans ce monde. Et je crois qu'il faut en tenir compte parce que ça change les choses. Nous exclut de la société. La drogue, c'est mal. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Y toucher une fois, c'est devenir un crackhead et finir en bas de l'échelle sociale. Votre maman vous a forcément dit ça, mais est-ce que c'est vrai chez les souris? Mettez-en une dans une boîte avec un bouton pour de la nourriture et une autre pour une dose d'héroïne. Résultat, la souris passe son temps à se défoncer, oubliant de manger, jusqu'à se laisser mourir. C'était prévisible? Pas tant que ça. Un doute s'installe parmi les chercheurs. Et si c'était moins la drogue que l'environnement qui participait à l'addiction? Ils ont donc refait la même expérience avec non pas une, mais plein de souris, dans un grand parc avec plein de jouets. D'un côté, un distributeur d'eau, et de l'autre, de la morphine. Eh bien, figurez-vous que les souris ont préféré jouer et boire de l'eau. Elles prenaient un peu de morphine, mais pas très fréquemment, en petite quantité, juste pour triper. Alors, peut-être que c'est le goût de la morphine, ou qu'elles ont peur de la substance. Pas de souci, pendant 2 mois, on a mis de la morphine dans l'eau de ces souris pour les rendre addictes. Puis on les a remis dans la cage avec plein de gens, plein de jouets et un distributeur de morphine. Résultat, elles sont retournées vers l'eau pure et avec le temps, elles se sont sevrées. C'est fou, hein? Bien que la dépendance soit un phénomène biologiquement réel, l'environnement joue un rôle tout aussi primordial dans les mécanismes d'addiction. Une expérience qui a changé durablement la façon d'aborder les traitements psychiatriques. On ne soigne pas les gens addicts en les enfermant seuls. Il ne faut pas les isoler, pas les traiter comme des déchets de la société. C'est la meilleure façon pour qu'ils restent au fond du trou. Voilà. Oui. Voilà, alors en fait, toutes les œuvres d'art sont intéressantes, bien sûr, mais toutes les œuvres d'art ne font pas du bien. Le bien-être, c'est un autre registre. Semir Zekir a fait une étude sur 2 artistes, notamment Lucian Freud, je ne sais pas si vous connaissez, et Jean-Dominique Ingres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les œuvres de Lucian Freud ont tendance, pas pour tout le monde, mais en grande partie, hein, active l'amygdale, des zones liées à la peur. Donc voilà, le bien-être, c'est quelque chose qui est spécifique. Alors, et puis, pour ceux qui ne savent pas, la neuroesthétique appliquée, ce n'est pas de l'art-thérapie. La thérapie, consiste à réaliser des ateliers dans des lieux de santé, comme ça se fait beaucoup maintenant en France. Et la neuroesthétique, c'est de proposer vraiment des œuvres qui vont contribuer au bien-être des regardeurs. L'art produit des effets spécifiques. Vous avez ici une petite introduction de Ramachandran qui explique que l'asymétrie va activer vos 2 cerveaux en même temps. Et en fait, ceci pour vous dire que les expériences esthétiques vécues ne sont pas anonymes et préconisent des interactions spécifiques par rapport aux expériences sensorielles proposées. Une œuvre d'art crée une élaboration mentale, contrairement à un objet.
C'est-à-dire qu'elle impose une élaboration mentale. C'est Eric Kandel, qui est prix Nobel de santé dans les années 2000, qui l'explique à travers de ses études. Ça veut dire quoi? Ça a beaucoup d'implications. C'est-à-dire quand vous regardez une œuvre d'art, vous réveillez votre idée de l'art, qu'est-ce que c'est l'art pour moi, etc. Donc vous allez élaborer quelque chose. Quand vous regardez les nuages, vous pouvez imaginer des choses, mais vous n'avez pas la même introspection parce que vous savez que ce sont des nuages. Le beau en tant que valeur empirique, alors là, dans le monde de l'art, c'est détourné de l'idée du beau, mais il ne s'agit pas de beau en termes d'objectivité, bien sûr, il s'agit de beau de façon empirique, c'est-à-dire la reconnaissance du beau. Je voudrais parler de Semir Zeki qui toujours a étudié cette question et acte que le beau, la reconnaissance du beau, active le cortex orbitofrontal médian et que cette zone a un lien, le noyau codé, un lien avec les zones destinées au désir, à l'amour, au sentiment amoureux. Et donc, c'est très intéressant parce que quand on reconnaît le beau, on va se trouver dans des dispositions spécifiques qui sont assez similaires à celles que vous avez vécues quand vous avez été amoureux. Je voudrais parler d'Oliver Sacks. Oliver Sacks qui, lui, a fait des expériences sur lui-même avec la musique et qui, finalement, acte que quand on aime une œuvre, quand on l'apprécie et quand on la reconnaît, on va avoir une activité cognitive plus importante parce que si on n'aime pas une œuvre, etc., s'il n'y a pas de capacité sensorielle dans une œuvre, on va tout simplement passer à côté, c'est-à-dire ne pas avoir d'activité, ou très peu. Donc moi, et ça c'est personnel, mais le beau propage l'amour et la paix dans le monde, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un lien entre l'amour, le désir et le beau. Et comme disait Dostoïevski, dans l'adolescent, le beau est lié à la faculté de s'émerveiller du monde. Et c'est intéressant parce que Chatterjee, lui, explique que les gens qui ne sont pas prêts à apprécier des œuvres, ce sont des gens, non pas qui connaissent l'art ou pas l'art, contrairement à ce qu'on imaginerait, mais c'est lié à notre capacité à vivre des aventures. Alors, quelque chose de Monsieur le Marquis. Nous ne regardons pas une œuvre d'art comme un objet, nous regardons une œuvre d'art comme une personne. C'est-à-dire qu'elle produit les mêmes effets que quand on regarde une personne que l'on aime, si on apprécie une œuvre d'art. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'elles activent des neurones miroirs qui sont les mêmes que ceux qu'on active quand on regarde une personne que l'on aime. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que l'art peut diminuer notre sentiment de solitude et lutter contre l'isolement social. Vous avez ici des représentations, ce sont toutes des œuvres in situ que j'ai réalisées. Donc les formes douces, courbes. Il y a un mouvement de l'œil circulaire, sans angle, sans ligne agressive. Et donc ce sont des paramètres qui vont favoriser le bien-être des regardeurs, avec des formes déliées des règles de la pesanteur, des formes évanescentes. Voilà, qui vont apaiser et réduire notre anxiété. Le mouvement est intéressant aussi, il va permettre de favoriser l'activité de circuits dopaminergiques.
Les transparences et glacis, pour ceux qui ne connaissent pas, les glacis sont des superpositions de couches transparentes qui donnent une douceur et une profondeur aux couleurs. Et bien, en fait, il semblerait que ça permet d'activer des circuits dopaminergiques. Voilà. Donc, toujours dans la transparence, l'histoire des glacis, ça active des circuits dopaminergiques. C'est Ramachandran qui parle de sublimer le réel, c'est-à-dire quand on se trouve, par exemple, devant une céramique émaillée, on va sublimer le réel parce qu'on fait plus que la nature. Et donc, ça va favoriser une activité qui va aider à éprouver du plaisir. Les œuvres peuvent développer une empathie esthétique ciblée, d'après le marquis. Alors, c'est ciblé, c'est intéressant. J'ai une cliente qui m'avait acheté à Tokyo une œuvre et que j'ai rencontrée récemment, qui m'a expliqué qu'elle, en fait, elle avait fait une fausse couche, et donc ça lui a permis d'accompagner sa difficulté sur ce sujet. Alors, une invitation à la rêverie, onérisme, irréalité, imagination, introspection, c'est-à-dire que quand on regarde une œuvre abstraite, on active un mode par défaut, c'est-à-dire qu'il y a des connaissances qui sont innées, comme le soleil au-dessus de votre tête, et des connaissances empiriques qu'on va développer en vivant. Et l'art abstrait impose ce mode, c'est-à-dire d'exercer, d'apprendre en regardant une œuvre, parce qu'on ne peut s'empêcher de l'élaborer, comme disait Éric Kandel, et d'y lui donner une signification. L'art abstrait permet de prendre du recul sur les choses. C'est une étude aussi qui a été faite par de nombreux scientifiques avec Éric Kandel. Donc, il est confirmé aujourd'hui que l'art abstrait va permettre de prendre du recul sur les choses qui nous entourent. C'est un paramètre assez important parce que ça veut dire que l'art abstrait peut nous aider, à nous accompagner et à relativiser les choses qui nous entourent. L'art abstrait nodule de nouveaux neurones dans certaines circonstances, notamment donc, parce qu'on va réinventer ce que l'on voit. Donc on va faire appel à nos émotions, notre mémoire, et on va recréer ce que l'on regarde. Chatterjee explique que l'art abstrait va permettre d'avoir est plus adapté pour est plus adapté pour une fréquentation longue par rapport à une œuvre. On va regarder un paysage, on va le trouver beau et puis on va s'en défaire, alors qu'une œuvre abstraite va vraiment établir un lien, une relation entre l'œuvre et le regardeur. Voilà, donc je vais aller un petit peu vite parce qu'il me reste peu de temps. Donc, activation du cortex cellulaire. Donc là, je vais aborder un sujet intéressant. Donc, l'activation du cortex cellulaire, c'est une zone émotionnelle réservée aux objets et qui va inspirer une gratitude face aux objets, une appréciation positive. Et donc là, c'est un extrait d'une étude qui montre que mes œuvres activent ce cortex singulaire. C'est important de réaliser des œuvres immersives et sensorielles, parce qu'elles s'inscrivent dans un parcours, par exemple, c'est-à-dire dans le registre de nos expériences personnelles. Vous avez ici une œuvre qui a été faite dans le cadre des JO. Il y a une immersion, un déplacement, donc ça va aider à s'approprier l'œuvre. Voilà d'autres expériences sensorielles liées à l'immersion ici dans le cadre d'une réhabilitation.
Et puis les lignes courbes vont bien sûr détendre, réduire l'anxiété, le stress, etc. L'effet miroir est important, ce sont des émaux, donc le public se voit et se devine, et donc ça va aussi permettre de favoriser l'immersion. Et la lumière. La lumière, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc ce sont des œuvres rétroéclairées avec des émaux, et donc la pupille change, et donc elle va favoriser l'immersion. Notre perception est globale, c'est-à-dire qu'on ne distingue pas une œuvre par rapport à ce qui se passe autour, et même par rapport à notre culture. Si vous voyez une œuvre dans un musée ou ailleurs, ça va interférer sur votre jugement, et même par rapport à la qualité des gens qui vous entourent. Et là, donc c'est la plus grande peinture du Japon pour le Musée international d'art Miyano-Mori que j'ai réalisé. Vous avez le jugement esthétique, je trouve intéressant sur l'architecture. Donc il y a deux phases. D'abord, les gens vont regarder le bâti, l'environnement naturel et la convivialité, le lien, la cohérence, le lien avec ce qui se passe autour. Et comment l'espace est organisé. Et ensuite, ils vont expérimenter en fonction de la richesse des expériences visuelles sensorielles. Est-ce que l'individu veut explorer le lieu? Et en dernier point, est-ce que l'individu se sent bien dans cet espace? Comment il s'approprie, lui, le lieu? Donc on est sur de la convivialité. On l'a vu tout à l'heure, donc mes œuvres produisent de la dopamine, elles apportent du plaisir. La dopamine, c'est important parce qu'elle permet de réguler les émotions, notamment, et puis de favoriser une aptitude à survivre les événements. Elles produisent aussi de la sérotonine, je fais court, hein, c'est-à-dire que la sérotonine, elle active des neurotransmetteurs qui vont produire de la sérotonine. La sérotonine, c'est ce qui est ciblé dans les antidépresseurs, donc ça permet de réduire l'anxiété et d'agir sur votre humeur. Donc vous avez ici des œuvres paysagères. Donc cette sérotonine a beaucoup d'implications, et un manque de sérotonine va entraîner dépression, anxiété, irritabilité. L'art agit aussi comme un catalyseur et suscite l'empathie. Alors, c'est-à-dire qu'elle produit de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est vraiment très important. On va y arriver. Donc, c'est aussi l'art qui permet de favoriser un engagement positif sur le plan émotionnel, et puis encourage une action collective en faveur d'un changement positif. L'art diminue les tensions sociales, donc produit de l'ocytocine. L'ocytocine, vous allez le voir, donc suscite l'empathie, la confiance, les relations mère-enfant. Et donc, c'est très important parce que c'est l'hormone du lien social et du lien conjugal. Et donc, l'ocytocine va permettre de réduire les tensions sociales. Elle agit sur l'empathie. Vous avez ici une étude qui a été faite par le musée Miyano-Mori sur mes travaux, qui explique que voilà, il y a des formes. Donc ils ont fait des tests, des formes, des lignes, etc. Donc j'ai redessiné un musée, et donc la courbe, le fait que les œuvres échappent au cadre de l'architecture vont réduire l'anxiété, réduction du stress. Alors là, je vois rien, donc c'est voilà, donc ça revient un petit peu à tout ce que j'ai dit, 35% face à une courbe de plaisir esthétique, réduction de 18% du cortisol, et donc ça va permettre de relaxer les gens et de leur apporter, contribuer à leur bien-être. Vous avez, donc j'ai voulu vous montrer une étude qui a été faite sur 4 services hospitaliers en Allemagne, une mise en couleur, et donc sur un an. Et ils ont
vu que ça permettait de diminuer les médicaments à 35% et il y avait 30% d'arrêt maladie en moins. Et puis ensuite, bien sûr, pour les seniors, c'est pour moi un sujet important. J'ai été élevé en partie par mon arrière-grand-mère. Et donc, l'art va permettre aux personnes âgées de vivre mieux et en meilleure santé. En gros, notre perception est globale et le lieu est associé à l'œuvre, l'œuvre est associée au lieu. Elle humanise les lieux. Je vous remercie. Merci beaucoup Guillaume Bottazzi.